quand quelqu'un va faire un due diligence, là, il va faire le tour pour voir de quoi t'as l'air, et mettons qu'il veut t'engager, là, t'offres un service de rédaction ou quoi que ce soit, il va aller voir ton LinkedIn, il va aller voir ton Facebook, mais il va aller voir ton site web. Puis si t'en as pas de site web, c'est un peu louche, tu sais, c'est comment ça? Tu sais, donc puis il y a encore des gens qui sont pas sur les réseaux sociaux, il y en a qui refusent les réseaux sociaux, donc tu te priverais aussi de ces gens-là. Donc c'est ça, non, pour moi c'est une évidence. Ça veut pas dire non plus que ça prend la grosse Cadillac, là. Ça peut être un site, un one-pager, quelque chose de bien simple où tu décris tes services. Si tu décides que toi ta stratégie c'est pas le référencement naturel, c'est pas le SEO, mais au moins tu as un petit site vitrine qui est là, ben tu sais, c'est déjà très bien, là. Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 87. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? Je suis super contente de vous retrouver. Le podcast avait pris une pause. Une pause parce que j'étais en lancement de mon nouveau programme Money Brand et je vous avoue que ça a été intense dans les émotions que j'ai ressenties, dans le contenu que j'avais à créer, dans les belles personnes que j'ai rencontrées et surtout dans le début de cette belle aventure qu'on entame pour les prochains mois avec la cohorte inaugurale de Money Brand. Si jamais tu veux savoir c'est quoi Money Brand, comment faire ton application pour faire partie de cette aventure, je te laisse le lien à mtamarque.com/applique ou moneybrand.co si jamais tu vas avoir les détails. Autrement, bien, le retour du podcast est avec un sujet hyper relié avec Money Brand, puisque dans ce programme, on construit un écosystème de marque qui va travailler pour toi, et dans cet écosystème de marque-là, naturellement, on compte le site web. Alors aujourd'hui, j'ai invité Patricia Filiatro, qui est une formatrice au niveau des sites WordPress, mais aussi du SEO. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de site WordPress DIY, donc comment faire son site soi-même ou les choses à réfléchir quand on entame un projet de site web et qu'on est un solopreneur, travailleur autonome ou quelqu'un qui décide juste de se mettre les mains à la pâte pour faire ça. Personnellement, moi, c'est comme ça que j'ai commencé Mtamarque. J'ai commencé vraiment les mains dans le cambouis, comme nos amis français aiment dire. Et ça m'a beaucoup appris, non seulement sur comment je pouvais optimiser, améliorer, mais aussi j'ai fait pas mal d'erreurs que on va discuter un peu dans l'épisode et que vous allez pouvoir éviter de votre côté. Donc, c'est une conversation hyper intéressante dans laquelle on parle autant de technique que du pourquoi. Puis je pense que souvent, quand on réfléchit à un projet de site, ça peut avoir l'air gros comme projet, mais si on y réfléchit stratégiquement et si on met de l'avant vraiment bien nos objectifs et qu'est-ce qu'on essaye de créer, ben on peut éclaircir ça et que ça devienne quasiment le fun d'apprendre à faire notre design de site web. Alors, qui est Patricia Filiatro? Premièrement, elle est MBA, elle est aussi consultante en marketing numérique et la fondatrice de PF Communication. Son expérience sur le terrain en agence alimente son enseignement. Ses qualités de pédagogue sont grandement appréciées par ses clients. Elle est chargée de cours à l'UQAM, qui est une université ici à Montréal, et formatrice agréée par Emploi Québec. Patricia, elle est aussi spécialiste SEO et WordPress. Dans le cadre de ses formations, elle privilégie une méthode pratique axée sur les résultats. Elle a enseigné à plus de 700 personnes jusqu'à maintenant. À la barre de son entreprise, elle constate régulièrement auprès de ses clients la nécessité d'acquérir des connaissances numériques pouvant maximiser leur succès d'affaires. Dans cette optique, elle s'est donnée pour mission d'encourager leur autonomie et de leur transmettre des connaissances génératrices de résultats. C'est, encore une fois,
un épisode rempli de pépites que vous allez pouvoir ramener pour réfléchir à votre projet de site si c'est pas quelque chose que vous avez déjà mis en place, si vous êtes à vos tout débuts aussi en tant qu'entrepreneur. Mais même, je connais beaucoup de gens qui ont piloté une entreprise ou qui ont piloté leur expertise pendant de nombreuses années sans jamais s'arrêter à avoir un site web parce que, bon, on continuait à avoir des références par bouche à oreille, on continuait à se faire référer justement de fil en aiguille, à avoir peut-être un profil LinkedIn ou peut-être avoir une page Facebook. Donc, si vous êtes rendu à cette étape-là de réfléchir à votre site web, je vous encourage fortement à écouter cet épisode et à revenir à Patricia et à moi pour nous dire ce que vous en avez pensé et comment vous avez été outillés par ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer. Sur Instagram, on est toujours présente, mais aussi, en commentaire de cet épisode-là sur le site d'Aime ta marque. Alors sur ça, je vous souhaite une super bonne écoute et j'ai hâte de savoir ce que vous en aurez pensé. Salut Patricia, bienvenue sur l'Ambition Féminin. Comment tu vas aujourd'hui? Salut, ça va super bien, toi? T'es-tu encore en France? Oui, encore en France. Beau soleil, j'imagine. Je sais pas. J'ai Oui, l'impression mais qu'il fait beau tout le temps en France. Ouais, mais non, parce que je suis dans le nord de la France. C'est ça l'affaire. Dans le nord de la France, il y a pas mal plus de pluie que de soleil. Mais quand même, ça fait du bien. Puis tu sais, de pouvoir voyager en temps de pandémie, je suis extrêmement chanceuse, donc je ne peux pas me plaindre. Ouais, on a tous besoin d'un petit changement de décor et heureusement, on va vivre par procuration le tien. Voilà. Alors, je suis contente que tu sois avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est un petit peu plus technique que d'habitude, mais j'adore parler des sujets techniques. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te poser ma petite question brise-glace et c'est... Qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite? Je voulais être professeure au primaire. Je voulais être enseignante. Comme bien des jeunes, tu sais, que ton modèle, c'est ton enseignante au primaire. T'as tes parents puis t'as ton enseignante. Je vénérais mes enseignants. Donc, entre autres, mon enseignante de 6e année, Lola, qui m'a marquée, que j'ai adorée, qui était quand même assez jeune. Je la trouvais vieille, mais elle avait genre 23 ans. Mais après coup, je réalise qu'elle était vraiment... Elle était en tout début de carrière. On était probablement dans ses premières classes. Mais bref, ouais, je voulais être enseignante. Moi, je jouais à l'enseignante tout le temps avec ma sœur, avec mes toutous, mes poupées. J'avais un tableau avec une craie, puis j'expliquais aux gens les choses de la vie. Donc, c'était ça. Wow! Fait que je suis pas trop loin, finalement, de ça. Non, c'est ça. Ouais. Comment, dans le fond, ça s'est transformé dans ce que tu as décidé de faire aujourd'hui? Tu sais, je vois les liens, naturellement, mais dis-nous-en peut-être un peu plus sur ton parcours. En fait, j'ai étudié en communication, finalement. J'avais appliqué en enseignement à l'université, j'avais appliqué en droit et en communication. Et comme les communications à l'UQAM, c'était assez contingenté, je me suis dit... Tu sais, c'était un peu si je suis acceptée, j'y vais. Tu sais, j'avais la bonne cote R, il fallait quand même des bonnes notes. Donc, j'ai fait OK, mais ça me stressait parce que je suis pas... À ce moment-là, j'étais beaucoup plus introvertie. J'ai toujours été quand même une fille qui déplace de l'air, mais beaucoup plus aujourd'hui parce que je m'assume plus dans la trentaine. Là. Mais donc oui, en communication, en relations publiques voilà. Puis quelques années plus tard, j'ai commencé à enseigner au bac en communication publique, un concours de circonstances qui a fait que j'ai eu un poste de chargée de cours. J'avais à peine 5 ans de bagage de professionnel dans le corps, puis j'ai été amenée à enseigner. Ça a été un super beau cadeau. Donc l'enseignement est rentré comme ça. Puis là, depuis quelques années aussi, j'enseigne à mes clients, en fait, les gens à qui les participants à mes différentes formations. Ouais. Non, c'est super intéressant, puis c'est une belle opportunité. Puis qu'est-ce qui avait fait le switch que c'était vraiment en communication que tu voulais aller? Mais j'avais comme un désir, justement, de... Le petit côté... que j'aimais prendre la parole, justement, tu sais, l'enseignante qui est devant un public, puis qui parle, puis qui a un public qui est sa classe. M'intéressais, mais j'étais gênée. Tu sais, moi, j'aurais voulu faire du théâtre, j'aurais voulu être... Mais j'étais trop gênée, je me freinais. Puis j'ai comme été... Puis ça a été un saut
à faire là, quand je me suis inscrite en communication. C'était vraiment... je vais peut-être le regretter, je vais peut-être juste faire une session, je vais voir que c'est comme juste des filles, parce qu'évidemment, il y a que des filles en com à l'UQAM. Un peu moins aujourd'hui, mais v'là 10-12 ans, on était que des filles, puis il y avait 3 gars. Et je me disais, ça va tout être des filles qui ont full confiance en elles, qui s'expriment super bien, qui ont fait... tu sais, j'avais plein de préjugés, puis au final, je veux dire, c'était toutes des filles comme moi, avec plein de belles qualités, mais avec des défauts aussi, puis je fitais complètement dans le décor, donc c'est ça, puis j'avais comme laissé un peu de côté l'enseignement, puis ça m'a rattrapé avec le temps, ce qui est une excellente chose, parce qu'au final, c'est ce que je préfère faire, c'est vraiment partager mes connaissances, c'est le volet que je préfère dans mon entreprise, dans ma job. Puis je trouve ça intéressant que tu parles du fait que les départements de com sont souvent très féminins parce que j'ai l'impression que, bon, autant que l'enseignement est un milieu très féminin, tu sais, il y a ces genres de milieux-là, de ces métiers-là qui sont beaucoup plus investis par les femmes. Et d'un autre côté, le fait que ce soit très féminin, je trouve ça intéressant de voir aussi comment les femmes ont vraiment investi leur espace sur le web et se sont investis aussi des nouveaux outils parce que, tu sais, on pense aux gestionnaires de communauté, beaucoup de femmes, on pense aux graphistes, beaucoup de femmes, tu sais, fait que tous les métiers de la communication qui se sont transposés sur le web, justement, ont donné, j'imagine, beaucoup d'opportunités de développement aussi aux femmes. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, tout à fait. Puis moi, tu sais, même là, en étant dans ce volet des communications, mais je suis dans la portion plus masculine, justement, des technologies. Donc, tu sais, création de site web, SEO. Je sais que tu as reçu, c'est Myriam, hein? C'est ça son prénom? Oui, que tu as reçu il y a quelques temps dans ton podcast, puis tu avais discuté de cet aspect-là, de le fait d'être une femme dans le milieu du SEO notamment, mais dans la création de site web. Mais il y en a de plus en plus, là, mais... Donc j'ai vraiment comme vu les deux côtés, tu sais, le côté où relations publiques, où c'est que des femmes. En marketing, en marketing à l'UQAM, parce que j'enseigne dans les 2 bacs maintenant, là, il y a plus de gars. Peut-être c'est le volet marketing qui les intéresse un peu plus. Mais c'est ça. Après, dans le volet, tu sais, création de site web, c'est très très masculin. En programmation aussi, tu sais, intégration. Mais tranquillement, pas vite, je pense que ça s'estompe un peu aussi, ces barrières-là. Je le souhaite, notamment pour la nouvelle génération. Tu sais, ceux à qui j'enseigne, je le sens beaucoup moins. Il y a plus de parité, je pense. Fait que ça, c'est une bonne chose. Ouais. Non, puis je pense que, en tout cas, on en parlera, mais le fait que, parce que moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à faire un peu plus du web, c'était beaucoup pour moi, tu sais, c'était pour que j'apprenne mes propres outils pour ensuite les valoriser sur le marché du travail. Donc, c'est comme ça aussi que j'ai créé mon premier site web, puis que j'ai appris InDesign, puis j'ai appris à faire un peu du graphisme DIY, mais tout ce qui est le do-it-yourself, tu sais, le fait par moi-même. Puis, mais effectivement, tu sais, d'un autre côté, j'ai jamais appris la programmation. Toi, est-ce que tu t'es intéressée à ce côté plus... Puis là, c'est plate qu'on dise masculin-féminin, mais on va continuer avec cette métaphore-là. Là. Mais est-ce que tu t'es plongée plus là-dedans? Parce que c'est intéressant que, parallèlement, tu as choisi WordPress pour faire les sites qui est une des plateformes qui demande le moins peut-être de connaissances en programmation. Je sais pas. Oui, ben écoute, je te dirais que maintenant, là, la majorité des plateformes, t'as plus besoin de connaissances en programmation, là, au grand dam des programmeurs et intégrateurs que je respecte au plus haut point parce que c'est une nécessité, puis on en manque. Moi, mon programmeur dans mon équipe, il est au Pakistan. Il vit au Pakistan, il s'appelle Kazim, c'est un gars de 22 ans, je crois. Et j'ai cherché des programmeurs ici, puis c'était au Québec, là, et c'était pas facile. Il a fallu que je me retourne, puis c'est... d'un côté ou de l'autre, moi, j'ai aucun problème, en autant que la personne fait bien son travail puis qu'elle est passionnée, parce que j'ai envie de travailler avec des gens qui aiment ce qu'ils font. Mais bref,
pour répondre à ta question, oui, je me suis intéressée à la programmation, mais je ne suis pas programmeuse. Je comprends le code, mais je ne pourrais pas l'écrire. Donc, si j'arrive quelque part où le code a été bâti, je suis capable de me débrouiller, mais de partir de zéro, non. Et au départ, tous les projets que je prenais, c'était des projets que je savais qu'il n'y aurait pas trop de programmation, que je serais capable, avec les outils qui existent, de bâtir des sites. Et tranquillement, pas vite, quand les projets ont grossi et que les clients avaient des demandes un peu plus techniques, là, je me suis adjoint de quelqu'un, donc d'un programmeur et quelques programmeurs par-ci par-là, des pigistes. Puis là, ben depuis 1 an, là, j'ai quelqu'un à temps plein avec moi, là. Donc, il fait tout le volet programmation. Puis c'est ça, fait que là, tu sais, toi, ton entreprise, dans le fond, il y a ce volet-là où c'est fait pour le client, mais tu es aussi, tu sais, t'es une des personnes qui donne beaucoup de formations sur le sujet puis qui empower pas mal tes clients à faire ou construire leurs outils par eux-mêmes. Oui, absolument. Ben, en fait, avec WordPress, donc j'ai bâti une formation qui fait qu'on peut bâtir de A à Z de son site sur WordPress sans toucher à une seule ligne de code. Évidemment, avec des extensions, mais je mets en garde parce que c'est sûr qu'on veut pas alourdir les sites. Il y a des risques, il y a des pièges lorsqu'on prend cette avenue-là. Mais c'est possible de le faire. Après, très souvent, c'est la première étape. Puis tu sais, ton parcours ressemble un peu au mien, puis ressemble un peu à celui de bien des entrepreneurs où au départ, tu fais tout par toi-même parce que tu n'as pas le budget. Puis le but, c'est pas que ce soit parfait, mais c'est que ça existe. Donc, que ton site existe, que tu sois en ligne, que tu existes sur le web. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, tu veux améliorer la vitesse de chargement de ton site. Oui, il y a des choses que tu peux faire par toi-même, mais très certainement qu'en engageant un professionnel, il va venir améliorer des aspects sur lesquels toi, tu n'aurais pas été capable de travailler. Mais si tu avais attendu d'avoir les moyens d'avoir un programmeur ou un designer graphique professionnel ou une rédactrice ou ci ou ça, ben ton site, il n'existerait pas encore. T'sais, ton entreprise n'existerait pas encore parce que ça part par le site. Moi, dans mon esprit, au moment où tu achètes ton nom de domaine, c'est comme la symbolique que ton entreprise existe, c'est qu'elle va prendre son envol. Puis même le conseil que je donne quand les gens achètent leur nom de domaine, je dis si le nom de domaine que vous voulez n'est pas disponible, remettez en question le nom de votre entreprise parce que si le nom de domaine est déjà pris, il va y avoir une confusion. Tu sais, même si tu prends, je vais prendre le .ca, le .com est pris, ben tu sais, dans le meilleur des mondes, tu veux les deux. Tu veux le .com et le .ca. Donc, c'est une des premières étapes que je dis aux gens qui ont un projet. Quitte à acheter un nom de domaine que tu n'utiliseras jamais, ça coûte 12$. C'est vraiment pas grave. 12$ par année. Tu l'arrêtes après 1 an. Au pire, tu te dis finalement, c'était pas ça mon projet, c'était pas ça le nom de mon entreprise. Mais au moins, tu l'auras sécurisé. Ouais, c'est un super bon point. Puis récemment, je suis en train de travailler sur mon nouveau programme. Puis justement, je recherchais les noms de domaine. Puis le .com était en vente pour genre 20 000 $. Là, j'étais comme bon. Ouais. Quelles sont mes autres options? Mais bon, ça c'est un autre sujet. Peut-être on en reparlera, mais fait que t'as rentré un peu dans la question que je voulais te poser aussi, qui est est-ce que selon toi, tout le monde a besoin d'un site? Tout entrepreneur ou même, tu sais, quand on construit un personal brand ou des choses comme ça, le site pour toi, c'est fondamental? Est-ce que tout le monde devrait en avoir un? Tout le monde devrait avoir un site. Tu sais, il y a une croyance qui persiste que les réseaux sociaux peuvent remplacer un site web. Les réseaux sociaux ne remplaceront jamais, en tout cas, dans mon esprit. Peut-être que je me trompe, mais jusqu'à présent, là, j'ai une certitude que les réseaux sociaux ne remplaceront jamais le site web. Pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas. Donc, de un, on n'a aucun contrôle sur les algorithmes. Et de deux, si on l'a déjà vécu, hein, une panne de Facebook, là, on a déjà vécu ça, une panne d'Instagram, où pendant quelques heures, on n'existe plus. On n'a plus moyen de communiquer, d'entrer en contact avec personne, les gens ne voient plus notre contenu. C'est sûr qu'il peut y avoir des pannes de serveurs, votre site web peut planter, mais vous avez un backup, vous l'avez quelque part, il existe, il vous appartient. Le site web, on a le plein contrôle sur notre site. On n'a pas le plein contrôle après sur son rayonnement sur Google, parce qu'encore là, on est assujetti à l'algorithme de Google au niveau du référencement. Mais le site en tant que tel, on peut
tout contrôler, tout décider, les couleurs, les photos, les images, la typographie. On peut vraiment faire vivre notre brand, ce qu'on peut un peu moins faire sur les réseaux sociaux, malgré qu'évidemment, on peut créer de l'imagerie, on peut créer des visuels qu'on partage sur les réseaux sociaux. Mais aussi, c'est le côté éphémère, le côté court terme des réseaux sociaux versus le côté long terme d'un site web, où un site, t'écris un contenu et 5, 6, 7 ans plus tard, il peut être encore trouvé, s'il est encore pertinent, et lu, et donc encore d'actualité. Alors que ta publication... Absolument, puis ouais. Oui, non, c'est un peu comme avoir sa maison versus un Airbnb. Ah oui, c'est une bonne comparaison. Exactement. Puis justement, tu peux la décorer comme tu veux ta maison, tu peux vraiment, puis tu peux faire des agrandissements, elle t'appartient, tu sais. Donc ça, pour moi, c'est un des premiers points. Et l'autre point, c'est vraiment l'aspect de la crédibilité. Tu sais, quand quelqu'un va faire un due diligence, là, il va faire le tour pour voir de quoi t'as l'air, mettons qu'il veut t'engager, là, t'offres un service de rédaction ou quoi que ce soit, il va aller voir ton LinkedIn, il va aller voir ton Facebook, mais il va aller voir ton site web. Puis si t'en as pas de site web, c'est un peu louche, tu sais, c'est comment ça? Tu sais, donc, puis il y a encore des gens qui sont pas sur les réseaux sociaux. Il y en a qui refusent les réseaux sociaux, donc tu te priverais aussi de ces gens-là. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, c'est une évidence. Ça veut pas dire non plus que ça prend la grosse Cadillac, là. Ça peut être un site, un one-pager, quelque chose de bien simple où tu décris tes services. Si tu décides que toi, ta stratégie, c'est pas le référencement naturel, c'est pas le SEO, mais au moins, tu as un petit site vitrine qui est là, ben... tu sais, c'est déjà très bien, là. Donc, oui, ça prend un site. Ouais, c'est vraiment l'idée de la vitrine, je pense qui est super important. Puis en termes de personal brand, justement, hier, je donnais une conférence, puis on avait fait de l'exercice, puis c'est la première chose qu'on va aller lire, la première chose qu'on va aller regarder, c'est qu'est-ce que la personne, premièrement, dit d'elle-même sur son site web, mais aussi quel genre d'informations, parce que c'est le hub, c'est vraiment par là que tout est confiné, puis tout est construit, un peu comme tu le dis. Oui, puis tu sais, les réseaux, juste pour rajouter, les réseaux sociaux aussi, le but, c'est de ramener vers ton site, tu sais, pour que les contenus que tu veux mettre de l'avant soient sur ton site, donc tes articles de blog et tout. Donc, oui, c'est le pilier, en fait, ouais. Puis maintenant qu'on a déterminé qu'un site, c'est quand même une assez bonne idée à avoir, puis là, est-ce qu'on parle là, de site, mettons, là, je vais juste spécifier, tu sais, ça peut être aussi si on a une boutique, un site Shopify ou un site Etsy, ça, est-ce que tu vois comme ça de la même façon? Ouais, OK. Oui, je le vois, ouais, de la même façon. Mais toi, tu as choisi, WordPress, comment c'est venu ce choix-là, puis pourquoi est-ce que tu le recommandes? C'est sûr, là, on a parlé du fait qu'il n'y a pas de code, mais c'est quoi, mettons, pour toi, les avantages de vraiment se tourner vers WordPress versus d'autres solutions qui sont peut-être un peu plus clés en main, puis là, je fais des guillemets, là, comme Squarespace ou Wix. Qu'est-ce qui fait que... La question que moi qu'on me pose le plus souvent, c'est Wix versus WordPress. Puis Wix a quand même beaucoup évolué dans les dernières années. J'ai à un moment même flirté avec Wix, là, il y a quelques années, quand j'ai commencé à enseigner à l'UQAM. J'avais un volet web. Donc, c'était un cours Photoshop et InDesign, donc beaucoup imprimé. Mais après, on faisait, tu sais, comment... faire le saut après de tout ce matériel imprimé, le créer pour le web. Et j'ai analysé un peu Wix, je l'ai trouvé vraiment intéressant pour des étudiants, mais après, je me suis dit, ça serait pas de les servir, de leur montrer un outil qui n'offre pas toutes les possibilités que WordPress offre et qui n'est pas l'outil de prédilection sur le marché du travail. Donc, l'outil à connaître, parce que la majorité des sites des entreprises pour lesquels des étudiants en com vont travailler sont faits sur WordPress maintenant, tu sais. Donc ça, le fait, puis tu sais, je le dis souvent dans une de mes formations quand je parle de pourquoi choisir WordPress, je dis l'idée c'est pas de faire comme tout le monde. Pas parce que c'est le plus populaire que c'est lui qu'il faut choisir, mais le fait que c'est le plus populaire, ça veut dire que c'est celui qui est le plus documenté, qui est le plus testé, puis c'est celui autour duquel il y a la plus grande communauté. Des groupes Facebook autour de WordPress, il y en a à la pelle, des gens qui connaissent. Donc, trouver de l'aide
pour WordPress, c'est quand même assez facile. Des tutoriels en ligne, il y en a beaucoup. Pour revenir au fait du code versus pas toucher au code, ce qui arrive, c'est que les deux sont possibles avec WordPress. On peut tout coder sur WordPress. On pourrait décider de bâtir un site custom de A à Z, ce qui est moins possible sur Wix. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a accès à tout. Ce qui fait peur, parce que plus que tu as de possibilités, d'avenues, plus c'est épeurant. Là, ça donne le vertige au début. Tu ouvres WordPress, puis il y en a qui disent c'est tellement pas user-friendly comme interface. Moi, je pense que c'est le juste milieu entre être user-friendly et être performant. T'sais. Ce que la performance, on la retrouve pas vraiment sur Wix. La performance au niveau également de la vitesse de chargement, au niveau du SEO, améliorer son référencement parce que justement, on n'a pas accès au code. Donc, la courbe d'apprentissage au départ est quand même importante. Là, ça fait peur. C'est comme n'importe quoi qu'on apprend dans la vie. Mais une fois qu'on maîtrise l'outil, ça ouvre vraiment beaucoup de portes. Je le vois, moi, des étudiants qui sont revenus, ils ont dit merci de nous avoir montré WordPress. C'est ça qui m'a fait décrocher un stage parce que en début de carrière, t'as pas de compétences stratégiques. La seule chose que tu peux avoir, c'est des compétences techniques. Connaître des outils, connaître donc WordPress en fait partie. Fait que, ouais, moi, c'est vraiment l'outil et c'est qu'après, si on veut connecter notre site avec un CRM, on veut connecter avec, tu sais, une boutique en ligne, justement, on veut créer une boutique en ligne, on peut le faire avec WooCommerce, on veut une plateforme de paiement, on veut un blog, on veut un site bilingue, trilingue, tout ça est possible. Le seul moment, là, vraiment, où je vois un intérêt, c'est avec Shopify, quand les gens ont vraiment, c'est uniquement une boutique en ligne, puis il n'y aurait rien d'autre dans leur projet, c'est qu'une boutique en ligne, qu'il n'y a pas de blog, qu'il n'y a pas... là, oui, Shopify est hyper bon, hyper performant, mais moi, je ne l'utilise pas. C'est pas un service que j'offre, c'est pas un outil que je supporte, mais je connais des très bons fournisseurs de services, puis quand je vois qu'un client, c'est ça qu'il lui faut, je me gênerai pas pour les référer vers cette plateforme-là. Ouais. Ouais, puis j'ai fait une entrevue avec Maud Lavoie, justement, qui est une experte Shopify ici au Québec. Donc, je mettrai le lien pour ceux qui sont uniquement dans la boutique en ligne vers cet épisode de podcast. Je trouve ça super intéressant ce que tu as ajouté à propos du fait que quand on est en début de carrière, c'est les outils plus que les stratégies qui font la différence, mais aussi, même quand on est en début d'entreprise, de juste être capable de se mettre les mains dans la machine. Oui. Tu sais, c'est vraiment utile. C'est comme quand on va faire un rallye, puis on a besoin de savoir un minimum de mécanique pour être sûr qu'on va pas être perdu dans le désert. Exactement. Ouais. Moi, je suis dans les métaphores aujourd'hui, je sais pas. Oui, c'est bon. Non, mais elles sont bonnes. Tant qu'elles sont bonnes, c'est correct. Bon, ben parlant de ça, comment est-ce qu'on commence un projet de site DIY sur WordPress? Puis avant qu'on commence dans cette question-là, juste spécifier qu'il y a 2 WordPress. Puis là, on veut s'assurer que les gens ils choisissent le bon. Oui. Il y a le WordPress.com qui est en fait la portion lucrative de WordPress, donc c'est payant puis c'est hébergé. Il héberge ton site. Mais c'est un gros non. On ne va pas dans cette direction-là. C'est hyper limité. Je compte même plus le nombre de sites que j'ai passé de WordPress.com à WordPress.org. L'idée, c'est vraiment de passer par, dans un premier temps, on achète un nom de domaine, on achète un hébergement et très souvent, à même l'hébergement, il y a un bouton et on clique dessus et c'est installer WordPress et ça nous installe le WordPress.org, donc c'est-à-dire le CMS gratuit open source qui va être installé comme ça là, en un seul clic. Là, ça prend 10 minutes. Là. La majorité des serveurs maintenant, des entreprises GoDaddy offre ça, Web Hosting Canada, là, plusieurs l'offrent. Donc, c'est ce WordPress-là. Donc, on ne passe jamais par la plateforme de WordPress finalement. C'est-à-dire, on passe jamais par le site de WordPress. On n'a pas besoin d'y aller. Ça, c'est souvent une erreur que les gens font, malheureusement, parce que quand tu tapes WordPress dans Google, ben, ça va t'amener à leur... Puis c'est normal, là, c'est le service qu'ils offrent. Mais tu sais, moi, à mon sens,
pense, je me suis déjà posé la question pourquoi ça existait encore, ce service-là, puis pourquoi ils font pas juste, à la limite, vendre des licences. Là. Je pense que les gens les achèteraient pareil, là, WordPress, même s'il était pas 100% gratuit. Mais bref, c'est un autre débat. Donc oui, c'est super important que ce détail-là, parce que c'est pas juste un détail. C'est vraiment d'utiliser. Donc, on passe par notre fournisseur de nom de domaine, on achète le nom de domaine, on achète l'hébergement, puis ensuite on fait installer WordPress. Donc, soit est-ce qu'on arrive dans un interface de type cPanel, on a accès un peu à l'arrière-scène de notre site, on installe WordPress, on se crée un login, et puis après, on arrive dans l'interface de WordPress. Donc, c'est dans ces étapes-là, dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses. Puis par expérience aussi, ce qui est le fun avec WordPress, c'est que la plupart des hébergeurs vont être capables aussi de régler des problèmes mineurs sur ton WordPress parfois, si jamais t'es vraiment mal pris. Hein. Absolument, ils ont accès aux fichiers, ils ont accès à la base de données, donc oui, s'il y a des fois, c'est un petit problème dans le WP config ou dans ils vont être capables d'aller absolument faire des petites manœuvres. Là. Ouais. Puis après, est-ce que tu sais, toi tu suggères comment tu suggères la réflexion autour du site, tu sais? Est-ce qu'on y va avec on va chercher des exemples qu'on aime, on y va avec la navigation, qu'est-ce que tu ferais en premier une fois qu'on a le nom de domaine puis c'est installé? Ouais, ben en fait moi oui, ben il y a cette notion-là de thème, donc d'aller chercher un thème. Moi, tout de suite, je le dis, le thème, le builder, parce que c'est un thème et un builder, je vais vous expliquer un peu la différence, mais c'est Divi. Moi, je suis complètement vendue à Divi. Je l'utilise depuis 2012. Ça a énormément évolué. Il y a comme il y a deux thèmes là, qui se bataillent pour la première place, là, Elementor et Divi. Mais moi, je suis vraiment team Divi. J'ai beaucoup utilisé Elementor à une époque, même ça aussi, j'ai comme flirté un peu avec Elementor, puis je suis revenue à Divi parce que dans les 5 dernières années, là, ça a vraiment énormément été... ça s'est énormément amélioré. Mais donc, pour moi, c'est Divi. C'est le builder que j'utilise. Il offre différents thèmes à l'intérieur, des layouts, des visuels. Donc, on peut partir d'un thème. Moi, j'ai aucune gêne à partir d'un thème, même pour certains clients, en fonction de leur budget. Je leur dis, voici, il y a des layouts, il y en a-tu un qui t'intéresse là-dedans, tu as un budget limité. Oui, on va faire appel à une graphiste parce qu'on va vouloir le brander à ton entreprise, mais tu as un budget limité, on va prendre un thème pour pas partir de zéro, pour pas créer une maquette de zéro, pour éviter certains frais. Au début, moi, ça, j'ai aucune gêne à le proposer parce que c'est dans l'objectif de faire économiser le client. Après, quelques années plus tard, probablement que le client va vouloir vraiment que son site soit à 100% à son image, puis il le fera rendu là. Mais une fois ça, qu'on a décidé, soit notre layout ou quoi, moi, je dis toujours aux gens que je forme, ouvrez-vous un document, c'est un cahier de charge, c'est un document, moi, j'utilise Google Doc, mais peu importe qu'est-ce que tu utilises, Word ou quoi que ce soit, et tu notes tout au même endroit, tu notes tes inspirations, donc des sites que tu aimes, des sites que tu n'aimes pas. Si même tu es à l'étape de créer ton branding, ben, tu sais, des logos, des couleurs, des typographies, tu peux te faire un board Pinterest, donc pour te donner des idées, et tu notes tout au même endroit. C'est ce qu'on appelle un cahier de charge. Après, on va noter également, on va se poser des questions à qui s'adresse notre site web. Donc, c'est intimement lié avec le public cible de votre entreprise, le persona. Comment on va s'adresser à eux via notre site web? T'sais, est-ce qu'on va parler au tu, au vous, au on, au je? Comment on va s'exprimer? Comment on va s'approprier notre façon de parler sur le site, d'écrire? Également, c'est quoi les fonctionnalités qu'on veut que le site accomplisse pour nous, pour notre entreprise? Est-ce qu'on veut justement un blog? Est-ce qu'on va être en mesure de tenir un blog, de se dire je vais être capable d'écrire un article par semaine ou un article par mois? Est-ce que je veux un formulaire de contact très simple ou quelque chose d'un petit peu plus élaboré? Est-ce que je veux une section pour mettre des vidéos? Tu sais, il y a beaucoup de possibilités. Il faut se poser toutes ces questions-là avant même d'ouvrir WordPress. Tu sais, il y a des étapes, là, puis des fois, mes participants à mes formations sont comme « Ouais, mais là, c'est quand qu'on ouvre WordPress? » Pas tout de suite, pas tout de suite. Tu as beaucoup de questions à te poser, puis tu vas peut-être pas trouver des réponses tout de suite. Les réponses, tu vas les trouver un petit peu
au cours du processus, tu sais. Le blog, tu peux l'ajouter après 1 an. Le formulaire de contact, la connexion avec un opt-in pour ton infolette, tu peux l'ajouter dans 1 an. T'es pas obligé de tout faire. Mais si tu te fais un plan, un genre de cahier de charge, justement, ben ça, c'est ta genre de matière première avec laquelle tu travailles. Mm-hmm. Ouais, non, je pense que c'est une super bonne idée. Puis, tu sais, nous, on fait un plus des rapports de positionnement quand je travaille avec mes clients aussi. Puis là-dedans, tu sais, c'est vraiment comme la base aussi pour aller travailler avec d'autres personnes si nécessaire, comme dans un brand ou des choses comme ça, pour être sûr qu'on reste aussi dans la vision de l'entreprise qu'on essaye de créer, là. OK, non, puis je pense que c'est... Tu sais, moi, je me rappelle aussi comment ça avait été... réfléchi avant que je me paye des graphistes pour me faire des layouts, mais c'était vraiment aussi, je vais voir des sites que j'aime, puis j'essaye de les répliquer, ou j'essaye de répliquer au moins le layout, tu sais. Oui, absolument, mais tu sais, ça peut se faire, mais aussi Divi offre une centaine de layouts, donc on peut même partir d'un layout, puis on peut le modifier, qu'au final, moi, c'est drôle, j'ai 3 clientes, notamment, que j'ai en tête, qui ont choisi le même layout. C'était des filles qui commençaient leur entreprise, qui quittaient l'entreprise pour se partir à leur compte, et les 3 ont choisi le même, puis si tu les regardes aujourd'hui, tu pourrais pas savoir que c'est le même layout qui a été utilisé. Tu sais, la typo est changée, les couleurs sont changées, la cliente se l'est appropriée, puis ça, je le fais souvent, des projets comme ça en co-construction. Donc, je bâtis avec la cliente, je lui montre comment utiliser les outils. À certains moments, si elle a besoin d'une graphiste, j'ai une graphiste dans mon équipe, donc elle peut utiliser les services d'une graphiste pour de l'iconographie, des icônes, des petits éléments, des patterns, des textures, des choses comme ça pour appuyer sa marque. Mais je serais super intéressée à voir tes exemples visuellement. Je vais te les envoyer. Je les mettrai dans l'article pour que ceux qui écoutent puissent voir aussi un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec des termes déjà préexistants. Oui. Et bon, maintenant qu'on a parlé un petit peu de ça, qu'est-ce que tu penses qui serait vraiment des erreurs à éviter en début de projet ou même pendant le projet, là, tu sais, comme pour être sûr qu'on part sur les bons pieds puis qu'on fait pas... Moi, je me rappelle plein d'erreurs que j'ai faites que c'est comme, bon, lesson learned, mais qu'on pourrait donner comme cue, là. Ben, si on y va vraiment d'un point de vue technique, là, qui est purement technique, là, des erreurs à éviter, c'est de ne pas sécuriser son site, ok? Donc, de pas sécuriser son WordPress, mais aussi le nom de domaine, donc avoir un HTTPS, un certificat SSL. Ça, on s'assure qu'on l'a via l'hébergeur, le provider de nom de domaine. Mais aussi de ne pas sécuriser le WordPress, puis ça, je connais probablement toutes les personnes dans mon entourage ont déjà vécu qui sont en web, là, ont déjà vécu cette situation-là une fois où tu te fais hacker ton WordPress parce que tu avais gardé le slug de connexion wp-admin puis que tu n'avais jamais fait vraiment attention aux brèches de sécurité, que tu n'as jamais... y en a qui mettent jamais à jour les extensions. Donc, quand tu mets des plugins, des extensions, il faut les mettre à jour. En fait, là, l'erreur, là, c'est de laisser son site rouler sans s'en préoccuper. T'sais, moi, je dis souvent, c'est comme un petit animal de compagnie. T'sais. La journée où l'animal de compagnie arrive, tu l'as rêvé, tu l'as voulu. La journée qui arrive dans ta famille, c'est là que le travail commence. Ben, le site web, c'est ça. Tu te dis, le travail de construire ton site, oui, c'est de la job, là, mais à partir du moment que ton site est en ligne, là, le vrai travail commence déjà au niveau du référencement naturel, du SEO, hein, pour réussir à faire sortir ton site parce que Google, un site qui a 4 jours d'existence, il y en a très peu à faire. Hein. Faut que tu le prouves à Google que ton site est d'intérêt. Mais c'est de le laisser à l'abandon, tu sais, c'est de faire un site puis pas trop se préoccuper de ce qui se passe après dessus. J'ai vécu, moi, des situations de sites qui se font hacker, de sites qui sont laissés à l'abandon, puis là, le client comprend pas, le site est lent, mais tu sais, tu n'as jamais fait attention à ce qui se passait sur ton site après la mise en ligne, c'est normal. Il faut suivre tout ça. Mais je serais curieuse de savoir, toi, c'est quoi la plus grosse erreur que tu as faite avec un site, avec un WordPress? Ben, des grosses erreurs. C'est sûr que une des choses à réfléchir aussi dès le début, c'est le responsiveness, je pense. Oui. Tu sais, de s'assurer qu'on crée la version mobile de son site, ce que je n'avais pas fait au début.
Puis là, après ça, Ouais. les gens, ils pouvaient pas vraiment naviguer mes articles parce que c'était mal... tu sais, puis c'était tout du DIY, fait que c'était mal fait. Mhm. Mais je pense que Divi, je sais pas, tu me diras, là, mais j'imagine les thèmes qui sont déjà préétablis, ils ont le responsive qui est Ouais. déjà Exactement. Dans les programmé. thèmes, mais si tu modifies ton layout, tu vas à l'intérieur, ben après, tu peux modifier aussi la version tablette puis la version téléphone. Donc, tu as le contrôle sur toutes les versions, là. Donc, que tu partes d'un layout ou pas. C'est souvent ça le risque, c'est que les gens partent d'un layout, le modifient tellement qu'ils brisent la version mobile. Fait qu'après, il faut juste qu'il ait tout réparé, qu'il ait tout arrangé pour que ça sorte bien aussi sur mobile. Puis, tu sais, je veux dire, il y a une personne sur deux qui va consulter ton site sur mobile, donc t'as pas le choix, là, de... Tu sais, c'est pas... c'est même pas un luxe, là, c'est une évidence. Il faut absolument que ton site sorte bien sur mobile aussi, là. Ouais. Ah, puis tu sais, une chose qui m'a vraiment compliqué la vie, puis j'y avais pas pensé quand j'avais commencé, c'était la nomenclature de mes articles de Oui. blog. Puis là, je parle parce que... Puis là, tu me donneras ton avis là-dessus, là, mais j'avais fait changer de... Je voulais plus avoir les dates dans mon... Ouais. dans le Les nom de permaliens, l'article, ouais. tu Ouais. sais, dans le permalien. Puis Mhm. j'avais trouvé ça compliqué, changer ça, parce que là, tu sais, des redirections, dadadi dadada, ça devenait complexe. Fait que Ouais. comment est-ce qu'on choisit, par exemple, comment on voudrait que notre nomenclature de permalien soit faite? Ben ça, tu sais, pour les pages, c'est assez simple. Tu mets juste le nom de la page. Donc, si ta Mhm. page, c'est service de rédaction web, ben c'est ça ton permalien. Pour les articles, ça, c'est une bonne question à se poser dès le départ. Est-ce qu'on veut mettre les dates ou pas? Ça, c'est un choix. C'est vraiment, il y a pas, en tout cas, j'ai pas trouvé d'informations, moi, qui me disait lequel était le mieux. Par contre, si tu veux changer, comme tu l'as fait en cours de route, ben là, c'est sûr que si tu modifies tous les liens, tu viens créer des liens brisés, hein, parce que tu vas créer des erreurs 404, donc tu dois créer des redirections. Moi, c'est le genre de truc que je dis aux clients, fais-le pas tout seul, engage quelqu'un vraiment pour le faire. Parce que pour t'assurer, ça peut se faire avec des plugins, mais ça peut se faire aussi directement dans le code, s'assurer que tout est bien fait, que tes redirections sont bonnes. Donc, tu sais, c'est pour un expert, c'est vraiment pas compliqué, mais pour quelqu'un qui l'a jamais fait, oui, c'est compliqué. Puis on n'a pas, c'est une autre erreur, ça, on n'a pas conscience. Moi, je dis tout le temps, chaque geste que tu fais sur ton site a des répercussions. Pense pas que parce que tu vois pas, qu'il s'est rien passé. Donc, supprimer des pages, supprimer des choses, des éléments, faire du copier-coller, ça, absolument, c'est non. C'est du duplicate content, on ne fait pas ça. Donc, tout ce qu'on fait, tu sais, j'en ai, je vais supprimer ça, je sais pas c'est quoi. Ben, c'est parce que si tu sais pas c'est quoi, Je dis il y a pas. peut-être, toi, je dis pas. Il est là pour une raison. Si, tu sais, if it ain't broke, don't fix it. Tu sais, si c'est là, à la limite, demande à un expert, demande c'est quoi ce plugin-là, pourquoi c'est là, est-ce que je devrais le maintenir. Puis, je vais juste ouvrir une parenthèse. Le do-it-yourself, c'est possible, mais je vais toujours dire aux gens, prévois-toi quand même un budget dans l'année pour un programmeur ou un expert. Tu vas avoir bâti ton site toi-même, mais prévois-toi, je sais pas, un $1000, je dis n'importe quoi, mais prévois-toi un budget pour arranger des petits problèmes ou faire des ajouts que tu n'es pas capable de faire. Tu sais, s'il y a un petit truc, là, il faut vraiment que tu aies joué dans le code, engage quelqu'un. Évidemment, il faut que tu trouves cette personne-là et c'est difficile, là. Il y a vraiment une pénurie là, au Québec, là, je pense un peu partout dans le monde, mais on manque de programmeurs, donc mais ça se trouve, ça se trouve quand même. Puis cette personne-là, tu sais, c'est un peu comme justement un graphiste, tu sais, tu peux créer une partie de tes visuels, mais tu as un graphiste à côté qui vient un peu faire une direction artistique puis qui vient te guider dans tes choix, parce qu'au final, c'est ton entreprise, tu as le droit d'avoir les mains un peu dans chaque sphère d'activité. Fait qu'il faut pas penser, tu sais, que le do-it-yourself de ton site, c'est 100% juste du temps, puis c'est gratuit, c'est ton temps, puis tu décides de mettre le temps que tu veux. Non, faut quand même prévoir un petit budget à côté. Ça, c'est important. Ouais, je suis d'accord. Puis je pense que la dernière chose que je mentionnerais, parce que c'est aussi quelque chose, puis je sais pas si... Peut-être je me trompe ou non, mais nommer ces images comme il faut. Ah oui. Dès le début, parce que après ça, quand t'as bâti tout un site, puis que c'est écrit genre... Puis ça, j'ai eu des professionnels qui ont bâti des sites pour des entreprises qui avaient payé beaucoup d'argent,
et qui n'avaient pas nommé les images. Fait qu'on se ramassait des fois avec c'est de des la choses. lâcheté. Ça, c'est vraiment juste de la lâcheté parce que pour vrai, pour être C'est honnête, je l'ai basique. déjà... Oui, c'est ça. Mais je l'ai déjà fait, tu sais, sur des petits projets, là, puis pas pour des clients, mais pour, tu sais, mon site à moi, là, genre, j'ai pas de texte alternatif sur toutes mes images, puis j'ai des images qui sont pour nommer, tu sais. Mais ça, c'est Oui. cordonnier mal chaussé. Mais c'est ça, oui, renommer tes images juste pour pouvoir les retrouver après dans ta médiathèque, pour les chercher par nom, puis pas juste scroller jusqu'en bas, parce qu'à un moment donné, des images, tu vas en avoir, tu sais, tu vas en avoir beaucoup. Donc, pour les renommer, il y a un petit moteur de recherche, tu peux pas pour les renommer, mais pour les chercher, tu peux chercher, tu sais, logiquement, tu dis, si tu cherches une photo avec le logo de Facebook dessus, mettons, où il y avait ben, sûrement que tu l'as mis dans le nom, hein. C'était logique, là, ton nom en rapport avec qu'est-ce que c'est la photo, fait que tu vas pouvoir le retrouver plus rapidement, mais aussi, c'est que ça a un impact aussi au niveau du SEO, tu sais, ça a un poids de bien renommer ses images, de mettre des textes alternatifs. Donc, si l'image ne charge pas, c'est le texte qui est là et qui donne une indication à Google aussi de ce qu'il y a sur cette image-là. Donc, oui, tu sais, c'est en fait, t'apprends les bonnes pratiques. Quand t'es pas certain, tu vas chercher cette info-là. Tu sais, justement, comment qu'on renomme nos images, comment le poids des images aussi. Quand je vois des gens qui mettent des images, des photos à 2-3 MB, c'est comme, non, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Ça va tellement alourdir ton site. C'est un des facteurs qui alourdit le plus le site. Puis ça, ben, ça a un impact super important sur le référencement parce qu'un site qui charge trop lentement, c'est un site qui offre un mauvais user experience, donc qui, aux yeux de Google, n'est pas adéquat, donc il le fera pas sortir, tu sais. Donc, ouais, ça, c'est tout à fait la nomenclature, là, autant des pages que de tes contenus. Si t'importes aussi des PDF, même chose, tu sais, de la manière de nommer tes contenus. Ouais, c'est super important. Puis, une chose qui avait brisé à un moment donné, c'est parce que j'avais aussi des noms d'images. Ça apparaissait pas sur Mac parce que mes noms d'images avaient des accents. C'est-tu vrai, ça? Ben, okay. moi, on met jamais d'accent dans des noms d'images, mais voilà. ils vont se charger quand même, mais c'est juste une pratique un peu comme un nom de domaine. C'est possible aujourd'hui d'acheter son nom de domaine avec des accents, mais ça, je le recommande pas parce qu'on peut pas avoir d'adresse courriel de toute façon avec des accents, donc tu pourras pas utiliser ton nom de domaine. Et de toute façon, les gens sont pas habitués, fait qu'ils vont pas penser à taper parce que, tu sais, mettons, tu t'appelles Stéphanie avec un accent, ben, les gens vont pas penser taper stéphaniedion.com, je dis n'importe quoi, avec l'accent. Ils vont le taper, pas d'accent. Donc, depuis quelques années, c'est possible d'acheter des noms de domaine avec des accents, mais je trouve que c'est un peu inutile. Moi, je vais pas dans cette voie-là. Mais oui, en effet, moi, je mets pas d'accent dans mes... Mais tu sais, même dans mes fichiers sur mon ordinateur, je mets pas d'accent dans les noms. Donc, c'est comme une pratique à faire. Puis c'est courante. l'idéal. Ouais. Cool. Ben, c'était super intéressant tout ça parce que je pense que c'est... En tout cas, moi, c'est des choses que j'ai appris à mes dépens. En le faisant, ouais. Mais... Et après ça, tu dois le fixer, justement. Mais j'espère que ça va donner aussi des pistes pour les gens qui vont pouvoir partir leur site du bon pied. Et sur ce, parle-nous donc où on peut profiter de ton expertise, te trouver, peut-être, genre, faire ta formation. Ben c'est ça, j'offre 2 formations, mais dans un premier temps, moi je suis très active sur Facebook, c'est le média social que j'ai choisi d'utiliser. Donc j'ai ma page professionnelle Patricia Filiatro. Vous pouvez me trouver assez facilement Patricia Filiatro Marketing là, dans l'URL. Donc ça, je fais des Facebook Live à chaque vendredi pendant l'année scolaire, si on veut là. Donc les vendredis midi, j'ai un invité et j'en profite Tatiana pour t'inviter à participer si ça te tente là, en septembre quand je reprendrai. Donc, je fais un Facebook Live avec un invité où on parle vraiment des sujets du marketing. Tu sais, ça ressemble un petit peu à ton podcast dans le sens que je me pose plein de questions, j'ai envie de les poser out loud à des professionnels puis avoir les réponses parce que, tu sais, évidemment, oui, je baigne dans le marketing numérique, mais il y a plein de choses que je connais pas encore ou que je maîtrise pas à 100%, tu sais, c'est normal. Donc ça, mes Facebook Live à chaque vendredi, évidemment, j'ai une infolettre, vous pouvez vous abonner et j'ai 2 formations principalement, ma formation WordPress
qui est vraiment ma formation phare. Donc, c'est 15 heures de vidéos préenregistrées. Elle est sur La Tranchée, ma formation. Donc, La Tranchée, qui est un site de formation en ligne en marketing. Et ma formation, en fait, les gens qui se la procurent, c'est pas juste 15 heures de vidéos, c'est un accompagnement. En fait, je fais un accompagnement pendant 1 an. À chaque 2 semaines, il y a une classe virtuelle où les gens qui ont envie de participer, y participent, peuvent poser leurs questions. Je travaille avec eux sur leurs projets, mais devant les autres. Donc, très souvent, ça amène des réflexions. Les gens voient « Ah, OK, t'as réussi à faire ça, je suis pas encore rendu au module 4, c'est cool, OK, je vois que je vais être capable bientôt de faire telle manœuvre sur WordPress et Divi, parce que c'est vraiment, c'est Divi que j'enseigne. J'enseigne tout WordPress, mais après, tu veux utiliser un thème, c'est Divi que j'ai pris. Donc, j'ai cette formation-là. Vous avez accès aux vidéos à vie, donc aux 15 heures de vidéos à vie, mais les classes virtuelles comme ça, c'est la première année, là, pendant 1 an. Parce que très souvent, c'est dans cette année-là où, justement, tu vas jeter toutes les bases de ton projet web, donc tu vas changer beaucoup de choses, tu sais, après 1 mois, après 2 mois, après 6 mois. Donc, j'ai décidé de le mettre sur 1 an. Je trouvais que c'était une bonne formule. Donc, ça, c'est pour ma formation WordPress. Puis sinon, j'ai une formation en référencement naturel, en SEO, qui est une plus petite formation. Il n'y a pas d'accompagnement. C'est une formation que j'ai bâtie avec un collègue, Philippe Bussière, qui est aussi en marketing numérique. J'avais envie de faire un projet en duo. Après ma grosse formation que j'avais bâtie toute seule, j'avais comme le goût d'être accompagnée. Donc, je l'ai fait comme ça avec lui. Puis c'est sur La Tranchée également, cette formation-là. Sur La Tranchée, mais on peut l'acheter sans être membre de La Tranchée. Exactement. Parfait. Pas besoin d'être membre. Si vous êtes membre, il y a un rabais de 10%. Et vous pouvez utiliser vos crédits. Là, c'est le principe de La Tranchée, c'est que le membership qu'on paye se transforme en crédit qu'on peut appliquer sur des formations. Donc, ça s'applique sur mes formations. Mais les gens qui veulent pas être membres, il n'y a aucun problème. C'est La Tranchée quand même, ça fonctionne. Ouais. Super. Ben, je vais mettre les liens vers tout ce que tu as nommé ici dans les notes de cet épisode si les gens veulent aller jeter un œil et voir si ça peut être pertinent pour eux. Et puis, ben sur ça, ben je te remercie infiniment pour toute ton expertise, pour tout ce que tu as partagé avec nous. Je pense que ça va être super utile pour plein de gens qui sont peut-être un peu intimidés par ce projet de site web, mais c'est très, très, très faisable. Oui, absolument. Oui. Ben, je te remercie beaucoup, Tatiana, c'était super. Merci, Patricia. Belle journée. Merci. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!